Et si quelqu'un vous avait volé ce que vous aviez de plus précieux, sans laisser de traces? Je n'ai jamais crié aussi fort. Le silence m'a réveillé. Pas un gazouillement, pas un soupir, juste un vide glacial. J'ai couru jusqu'au berceau. Il était vide, les couvertures soigneusement repliées, la porte du fond entrebâillée. Mon cœur s'est arrêté. Adam, mon bébé de 3 mois, n'était plus là. J'ai hurlé. J'ai retourné la maison, fouillé les armoires, crié dans la rue. Rien. Personne ne l'avait vu. Karim est resté figé, le regard vide. Il n'a pas parlé. Pas une seule fois ce jour-là. C'était comme si on avait éteint la lumière en nous. Et tout ce qui restait, c'était ce berceau muet, cette pièce trop propre, trop calme, trop fausse. Les heures sont devenues des jours. Personne ne toquait à la porte. Pas de voisins, pas de policiers. Juste l'écho de mon désespoir dans les murs. On vivait dans un petit quartier de Marseille, dans une maison modeste prêtée par nos employeurs, Madeleine et Louis, les seuls à savoir que notre fils était né, les seuls à savoir à quel point on tenait à lui. Et maintenant, ils étaient partis en voyage. En Italie, disaient-ils. Et notre fils, parti lui aussi. Mais pas pour des vacances. Il était quelque part, dans des bras qui n'étaient pas les miens, dans une vie qui n'était pas la sienne. Et moi, je n'avais plus que mes larmes. Et ce sentiment atroce, celui d'avoir été effacé. Je suis né là où on ne pose pas de questions aux filles. Une colonie française du nord de l'Afrique, un village sec, étouffé de silence. Mon père parlait peu, sauf quand il criait, quand il frappait. J'ai grandi à me cacher derrière les portes, à retenir mon souffle. À 15 ans, j'ai dit oui à un homme que je connaissais à peine, juste pour quitter cette maison. Karim avait 10 ans de plus. Il était timide, doux, presque maladroit. Mais dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu chez un homme. La promesse qu'il ne me ferait pas de mal. On s'est mariés sans robe blanche, sans fête. Juste 2 signatures et l'idée que, peut-être, ensemble, on serait moins seuls. Les premières années ont été dures. On vivait dans une pièce en terre battue, à partager le peu qu'on avait. Mais Karim avait des rêves plus grands que notre village. Et moi, j'avais envie d'y croire. Alors, quand il m'a dit « Et si on allait en France? Là-bas, on pourrait travailler, recommencer. » J'ai pris ma maigre valise et j'ai dit oui. Encore une fois. Je n'avais pas de mots pour ce qu'on allait vivre. Je ne savais pas encore que la mer pouvait avaler les espoirs, que les papiers pouvaient coûter plus cher qu'un mois de repas. Mais à ce moment-là, j'étais juste une fille qui fuyait la misère, et qui, pour la première fois, croyait qu'il y avait un après. On a traversé la mer sans drapeau, sans nom, sans garantie d'arrivée. Dans une barque trop petite pour tant de cœurs battants, j'ai prié Dieu de me laisser voir le jour suivant. Le vent mordait, les vagues frappaient, mais le silence de Karim me tenait debout. Il me regardait parfois comme pour dire « Je suis là ». Arrivé en Espagne, on a dormi dehors pendant 3 nuits. Puis un contact nous a vendu des papiers, des noms français, faussement parfaits, Sophie et Carlo. J'ai signé sans réfléchir. À ce moment-là, n'importe quel nom valait mieux que celui d'une fille sans statut. Ces papiers nous ouvraient la porte de la France. Mais à quel prix? À Marseille, on a vécu caché. Lui dans le béton, moi dans les couloirs. Il travaillait sur des chantiers, moi je nettoyais des maisons. C'est là qu'on a rencontré Madeleine et Louis. Un couple raffiné, poli, sans enfants. Ils m'ont prise comme femme de ménage, Karim comme jardinier. Ils souriaient toujours. Trop. Mais on avait besoin d'eux, alors on a fermé les yeux. Quand je suis tombée enceinte, c'est Madeleine qui m'a emmenée chez le médecin, qui m'a donné des vêtements pour bébé, qui m'a dit « Repose-toi, on s'occupe de tout ». Et moi, naïve, j'ai cru qu'elle voulait m'aider. J'ai cru qu'elle aimait déjà mon fils.
Je ne savais pas qu'elle le voulait pour elle. Madeleine avait cette façon de me toucher le bras quand elle parlait. Doucement, comme une amie. Elle me demandait des nouvelles du bébé, me donnait des infusions, me parlait de sa jeunesse sans enfant. Louis, lui, était plus réservé, mais toujours poli, toujours prêt à porter mes sacs de course. J'y ai vu de la gentillesse. Je n'y ai pas vu le piège. Quand Adam est né, ils ont été les premiers à venir le voir. Louis lui a offert une peluche. Madeleine l'a bercé longuement. Elle a pleuré. Comme il est beau, on dirait un petit ange. Elle venait chaque jour, restait plus longtemps que nécessaire. Et moi, fatiguée par l'accouchement, je la laissais faire. Ça me soulage de le voir heureux, disait-elle. Un soir, elle m'a dit, « Tu as besoin de repos. Laisse-le dormir chez nous cette nuit. On est juste à côté. » Karim n'était pas là. J'ai hésité, mais elle insistait. Alors j'ai cédé. Ce fut la première nuit, puis une deuxième. À la troisième, je suis allée le chercher. Et la maison était vide, les volets fermés, la boîte aux lettres vide. Personne ne répondait. C'était comme s'ils n'avaient jamais existé. Et mon bébé avec eux. La rue semblait normale. Les voisins disaient qu'ils étaient partis en voyage. Personne n'avait vu un bébé. Et moi, je ne savais plus où crier. Il n'y avait pas de cercueil, pas de fleurs, pas de larmes partagées autour d'une tombe. Juste le silence, juste l'absence. Adam n'était pas mort, mais il n'était plus là. Et ça, c'était pire. Parce qu'on ne savait pas comment pleurer un enfant volé. On ne savait pas comment dire adieu, qu'on n'avait même pas pu lui dire adieu. Pendant 2 jours, je n'ai pas fermé l'œil. Je restais assise devant le berceau vide, comme si son odeur allait revenir, comme si ses pleurs allaient m'appeler encore une fois. Karim ne disait rien. Il regardait la porte, encore et encore. Parfois, je le voyais prier en silence, les mains serrées, le front tremblant. Il priait. Mais le ciel restait muet. Les voisins nous évitaient. Les gens parlaient pas quand on passait. Personne ne voulait s'impliquer. Des étrangers, des sans-papiers. Qui allait croire notre douleur? Qui allait se battre pour un enfant qu'aucun registre ne reconnaissait? Même notre amour semblait illégal. Mais ce n'était pas un cauchemar, c'était réel. Et je me suis dit, si ça nous est arrivé, combien d'autres ont aussi perdu quelque chose sans pouvoir le dire? Et vous? Avez-vous déjà vécu une perte que personne ne voulait entendre? Partagez votre silence. Peut-être qu'il trouvera un écho ici. Je n'arrivais plus à respirer. 2 jours que je tournais en rond dans cette maison devenue étrangère. 2 jours à prier pour un miracle, à écouter le silence. Karim ne parlait plus. Il fixait la porte, comme s'il attendait qu'Adam revienne en rampant, le sourire aux lèvres. Mais on savait tous les deux que ce ne serait pas le cas. Au matin du 3e jour, il m'a regardé. Ses yeux étaient creux, mais décidés. Il a simplement dit « On doit y aller, Safia. On doit parler. » J'ai hoché la tête. Je ne savais plus si j'avais peur, ou si j'étais déjà morte de l'intérieur. On a marché jusqu'au commissariat, main dans la main, comme 2 ombres. J'avais la photo d'Adam dans ma poche, pliée 1000 fois par mes doigts tremblants. En entrant, j'ai senti mon cœur battre dans mes tempes. On nous a fait attendre. Puis un agent est venu. Je lui ai tendu la photo. Mon fils a disparu. Il a 3 mois. Je crois que nos employeurs, Madeleine et Louis, l'ont pris. Il a tapé quelque chose sur son ordinateur. Il m'a demandé mon nom. J'ai dit Sophie. Karim a dit Carlo. Les noms sur nos faux papiers. Il s'est figé. Son visage a changé. Il est parti sans un mot. Quand il est revenu, 2 autres policiers l'accompagnaient. Ils m'ont regardé comme si j'étais une voleuse. Pas une mère en deuil. Puis j'ai senti le froid.
Un cliquetis. Quelque chose s'est refermé sur mon poignet. Une menotte. Karim s'est levé, a crié. Moi, je n'ai rien dit. Je savais. Ils avaient déposé plainte. Madeleine et Louis. 2 jours avant de partir. Ils avaient tout prévu. La trahison, l'effacement, la disparition. Et la justice, elle, m'a effacé avec eux. C'est là que tout s'est mis en place dans ma tête. Le ton changé de Madeleine, sa générosité soudaine, les regards de Louis. Ils savaient, ils avaient préparé leur coup. Et nous, naïfs, épuisés, amoureux de notre propre fils, on n'a rien vu venir. Ils sont partis en Italie, oui, mais pas sans protéger leur vol. Ils ont signalé notre présence. Ils nous ont dénoncés, avant de disparaître. Au commissariat, personne ne m'a regardé dans les yeux. Ils lisaient un dossier, pas une vie. Ils énuméraient travail au noir, détention de faux papiers, entrée illégale sur le territoire. J'ai essayé de parler d'Adam, j'ai crié son nom, je leur ai supplié de chercher, mais ils m'ont dit que ce n'était pas leur rôle, que notre statut rendait tout compliqué. Karim hurlait. Il s'est débattu quand ils ont voulu le menotter aussi. Il criait qu'on nous avait pris notre fils, que c'était nous les victimes. Mais c'était trop tard. Personne n'écoutait. Tout était réglé, signé, tamponné. En moins d'1 semaine, on devait quitter la France. Expulsé. Sans procès. Sans justice. Et surtout, sans notre enfant. On a dormi en cellule. Moi sur un banc froid, les bras vides. Le lait coulait encore de ma poitrine. C'était insupportable. Mon corps appelait un bébé qu'on m'avait arraché. Chaque goutte était une déchirure. Et dans le silence de cette nuit-là, j'ai compris. Il ne s'agissait pas seulement de nous punir, il s'agissait de nous effacer. Je n'ai jamais compris comment un cœur pouvait battre aussi fort, et vouloir s'arrêter en même temps. Ils m'ont traité comme une criminelle. On m'a fouillé. On m'a enlevé mes lacets. J'étais assise dans une pièce sans fenêtre, entourée de femmes dont je ne connaissais pas l'histoire. Mais moi, je ne pensais qu'à Adam, à son corps chaud contre le mien, à sa petite bouche qui cherchait encore mon sein la veille de sa disparition. Personne n'a pris ma plainte. On m'a dit que je n'étais pas en position de déposer quoi que ce soit, pas en tant qu'étrangère, pas en tant que femme sans papier. Ils n'ont même pas noté son nom. Adam. Il n'existait pas à leurs yeux. C'était comme si mon enfant n'avait jamais été là, comme si ma douleur était une fiction. Et moi, un mensonge sur pattes. Karim, dans l'autre cellule, a perdu le sommeil. On s'est vu à travers une vitre sale, le regard pluvieux de 10 ans en une nuit. Il me faisait un signe, le même à chaque fois, sa main sur son cœur. Je répondais en silence. C'était tout ce qu'on nous avait laissé. Les gestes, pas les mots, pas la justice, rien qui nous reconnaissait comme parents. J'ai compris ce jour-là que certaines douleurs ne choquent personne, que perdre un enfant ne fait pas toujours la une, que l'injustice, parfois, porte un uniforme, et que dans un monde qui décide qui a le droit d'aimer, mon amour pour Adam était un délit. Le matin de l'expulsion, on ne nous a pas dit un mot, juste un geste sec, une main qui indiquait la sortie. J'avais les poignets marqués, les yeux brûlés par le manque de sommeil. On nous a remis nos quelques affaires, un sac en plastique, nos faux papiers froissés, et cette photo d'Adam que j'avais gardée près du cœur. Floue, froissée, mais vivante. On nous a poussés dans un fourgon. Il faisait encore nuit. Je me suis assise à côté de Karim, sans savoir quoi lui dire. Il avait le visage fermé, dur, mais je sentais sa main trembler contre la mienne. On n'était plus des gens. On était un cas réglé, un transport à effectuer, une erreur à corriger par l'État. Et le pire, c'est qu'il croyait vraiment faire ce qui était juste. Quand les grilles se sont ouvertes, j'ai cru que c'était fini. Mais non. Il restait encore ce regard, celui d'un jeune policier, à peine sorti de l'adolescence.
Il nous a regardés comme s'il voulait dire quelque chose, comme s'il savait que ce qu'on vivait était une infamie, mais il a baissé les yeux. Et je crois que c'est ce regard-là que je n'ai jamais oublié. Il nous a remis 2 petits sacs remplis d'effets personnels qui se trouvaient dans notre maison perquisitionnée et qui étaient sur le point d'être jetés. Je n'ai jamais pu remercier ce jeune officier, mais il savait peut-être que ces quelques objets étaient tout ce que nous avions de plus précieux durant nos 2 années dans ce pays. Le portail s'est refermé derrière nous dans un bruit de métal sec. Un claquement, comme une porte sur une vie qui ne nous appartenait plus. Et dans ce bruit, j'ai enterré la France. Pas le pays, non, mais l'idée qu'on s'en faisait, la promesse qu'on croyait, l'espoir d'être accueilli. Ce jour-là, j'ai su que parfois, le rêve est plus violent que la misère. Le soleil d'Afrique nous a frappés au visage comme un reproche. Nous étions de retour sur notre terre, mais étrangers à tout. Le silence de l'avion, le passage des contrôles, les regards curieux, tout nous rappelait que nous étions revenus sans enfants, sans dignité, sans avenir. Karim n'a rien dit. Moi non plus. On tenait nos sacs. On marchait lentement. Mais nos cœurs criaient. On n'a pas voulu retourner dans notre village natal. Trop de souvenirs, trop de jugements, trop de questions auxquelles on n'avait pas de réponse. On a pris un bus vers le sud, vers une ville où personne ne nous connaissait. Essaouira. Le vent y était fort, salé, mais il ne jugeait pas. Là-bas, on a trouvé une petite chambre et un silence différent, un silence neuf. C'est là, sur un matelas posé au sol, que Karim m'a regardé droit dans les yeux. Il a pris mes mains dans les siennes et a dit doucement « Plus jamais on ne suppliera pour qu'on nous voie, plus jamais on ne mendiera le respect. » J'ai hoché la tête. Les larmes coulaient, mais ce n'était plus de la peur. C'était une sorte de feu, une force nouvelle. Ce jour-là, on n'a pas fait le deuil d'Adam. Non. On a fait le deuil de l'illusion. Et dans ce deuil-là, est née une promesse, celle de reconstruire. Pas pour effacer, mais pour survivre. Et peut-être, un jour, pour espérer encore. À Essaouira, personne ne connaissait Safia. Personne ne connaissait Karim. Alors, on a gardé les noms qu'on nous avait donnés en France, Sophie et Carlo. C'était absurde, mais aussi plus simple. Ces papiers qui avaient désigné notre chute étaient maintenant notre seule protection. Porter ces faux noms, c'était comme enfiler une armure usée, inconfortable, mais nécessaire. On n'a parlé de notre passé à personne. Ni de Marseille, ni de Madeleine et Louis, ni d'Adam. Même entre nous, on évitait d'en parler. C'était trop dur, trop frais. On avait besoin d'oublier, ou au moins de prétendre. Alors on a souri. On a dit qu'on arrivait de Casablanca, qu'on cherchait du travail, qu'on était mariés depuis 5 ans et sans enfants par choix. Les gens ne poseront pas trop de questions. Au marché, je vendais des gâteaux, des tissus, des petits objets cousus à la main. Karim faisait des livraisons, des petits travaux, n'importe quoi qui rapportait un peu d'argent. On était discrets, polis, fiables. Les voisins nous aimaient bien. Certains nous ont même invités à dîner. Mais personne ne nous connaissait vraiment. Pas nos vrais noms, pas notre vraie douleur. Vivre ainsi, c'était vivre entre parenthèses, ni vraiment là, ni vraiment ailleurs. Mais dans ce flou, une chose restait claire. On ne serait plus jamais faible, plus jamais naïf. Et même si notre cœur saignait encore, on allait avancer, parce que c'était ça ou se laisser mourir. Je me levais avant l'aube. Chaque jour, je pétrissais la pâte pendant que Karim dormait encore. Le silence de la cuisine m'aidait à respirer. À chaque pain que je façonnais, je mettais un peu de moi, une mémoire, une prière, un soupir. Puis je cousais, jusqu'à ce que mes doigts me brûlent. Des robes simples, des nappes, des sacs. Tout ce que je savais faire avec mes 2 mains devenait notre survie.
Un jour, un enfant du quartier m'a vu écrire un mot sur un bout de tissu. Il m'a demandé ce que c'était. Je lui ai répondu « Une phrase en français ». Il a souri. « Tu peux m'apprendre » C'est comme ça que j'ai commencé à enseigner. 1 à 2 heures par jour, dans la cour, avec une ardoise et des cailloux. D'abord un enfant, puis 2, puis 10. Et moi, au milieu, comme une île debout dans la tempête. Karim, de son côté, livrait les pains à pied, à vélo, comme il pouvait. Il rentrait tard, les épaules pleines de fatigue. Mais on se souriait. On partageait un thé, un silence. Et petit à petit, on avait moins honte, moins peur. On ne parlait pas d'Adam, non, mais on reconstruisait, brique par brique, quelque chose qui ressemblait à une vie. Ces outils-là, la farine, l'aiguille, les mots, sont devenus mes armes, mon refuge. Et chaque enfant qui apprenait à lire, chaque voisin qui achetait mes gâteaux, chaque sourire échangé sans question. C'était une preuve que j'existais encore, que même cassé, on peut encore tenir debout. Les soirs, après le dîner, quand tout le monde dormait, j'ouvrais mes cahiers. J'étudiais à la lumière d'une lampe faible, les yeux mi-clos, le corps épuisé. Mais mon esprit, lui, refusait de s'éteindre. J'apprenais la grammaire, les mathématiques, l'histoire. Pas pour fuir mon passé, mais pour lui donner un autre sens. Je voulais enseigner pour de vrai, être reconnue, et me prouver que je pouvais encore être autre chose qu'une mère brisée. Les démarches furent longues, les papiers complexes, mais un directeur d'école, touché par mes efforts, m'a tendu la main. Il m'a encouragée à passer l'examen local. J'y suis allée seule, tremblante, avec mon foulard bien serré et mes réponses dans le cœur. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un courrier. Mon nom y était écrit en lettres simples. Sophie Dufresne. Réussite. J'ai pleuré longtemps, sans bruit, juste en serrant la feuille contre moi. Karim m'a regardé ce jour-là comme au premier jour, comme s'il me redécouvrait. Il n'a pas parlé, il m'a juste tendu un clou et un marteau. Et ensemble, on a accroché ce diplôme au mur de notre salon. Une feuille blanche accrochée à un mur beige. Mais pour moi, c'était une lumière. Une reconnaissance. Un baume sur une plaie qui ne voulait pas guérir. Je n'ai jamais raconté mon histoire à mes élèves. Je leur ai appris à lire, à écrire, à compter, mais jamais à pleurer. Mon passé restait dans mon silence, mais dans chaque mot que je leur enseignais, il y avait un morceau de vérité, une promesse, que même ceux qu'on a fait taire peuvent un jour redevenir des voix. Tout a commencé avec une table pliante et une nappe cousue main. Chaque matin, Karim l'installait à l'angle de la ruelle principale. Dessus, on posait mes pains, mes brioches au miel, quelques galettes encore tièdes. Les passants s'arrêtaient, goûtaient, souriaient. Le bouche à oreille a fait le reste. En quelques mois, on n'avait plus assez de place, ni assez de bras. Avec ce qu'on gagnait, on a loué un petit local, un ancien débarras sans fenêtre. Mais pour nous, c'était un palais. Karim a repeint les murs, j'ai cousu des rideaux. Une boulangerie est née, modeste mais vivante. Les enfants venaient chercher leur goûter, les mères leur pain du matin. Les gens disaient « Chez Sophie, on sent l'amour ». Et moi, je souriais, même si l'amour que j'y mettais venait aussi d'une blessure. On travaillait tard, on se levait tôt, mais on n'était plus invisible. Le commerce a grandi. Un réfrigérateur, puis un comptoir, puis un four plus grand. Chaque étape était une victoire silencieuse. Et dans le regard de Karim, je voyais autre chose. Pas seulement de la fierté, mais une paix nouvelle. Comme s'il se disait enfin, on existe, on a construit quelque chose, malgré tout. Mais dans la chaleur du four, parfois, un nom remontait à mes lèvres. Adam, toujours lui.
Je ne le disais pas à voix haute, mais je savais que, quelque part entre deux fournées de pain, son souvenir était là, dans la mie, dans l'odeur, dans l'absence. J'avais 30 ans. Je ne m'y attendais plus. Le retard, les nausées, le vertige au réveil. Je croyais que c'était le surmenage. Mais le médecin, les yeux étonnés, a souri. « Madame Dufresne, vous êtes enceinte. » Je suis restée figée. Je n'ai pas su si je devais rire ou pleurer. Mon ventre, ce territoire marqué par la perte, allait-il redevenir un refuge? Quand j'ai annoncé la nouvelle à Karim, il a fermé les yeux longuement. Puis il m'a serré contre lui, sans un mot. Son silence disait tout. La peur, la joie, le souvenir d'Adam. On n'a pas osé le dire, mais on savait. Ce bébé ne remplacerait personne. Elle viendrait, c'est tout, comme un souffle neuf, comme une lumière douce dans une pièce longtemps fermée. Lina est née un matin d'automne. Les feuilles tombaient, mais elle criait fort, comme pour nous rappeler que la vie, parfois, insiste. Elle avait les yeux de Karim, mais le calme de mes silences. Et dans ses premiers regards, je n'ai pas vu la douleur d'avant, mais une promesse. Pas d'oubli, non, mais de continuité, d'un amour qui ne se divise pas, qui s'ajoute. On l'a bercé, entouré, protégé, mais on ne lui a jamais parlé de son frère. Pas encore. Adam restait un murmure, un secret dans nos prières. Et pourtant, je crois qu'elle l'a senti. Lina avait cette douceur dans les gestes, cette façon de regarder le vide comme si quelqu'un s'y trouvait déjà, comme si l'absence d'Adam faisait, elle aussi, partie de notre famille. C'était le 5e anniversaire de Lina. On avait accroché des guirlandes faites à la main, préparé des gâteaux au miel et des jus de mangue frais. Elle riait, tournait dans sa robe bleue, et moi je la regardais avec ce pincement au cœur, celui des mères qui savent que le temps file trop vite. Mais ce jour-là, un autre vertige est venu, littéralement. Une nausée soudaine, un étourdissement. J'ai dû m'asseoir. Je ne voulais pas y croire. Pas à mon âge. Pas après tout ça. Mais les jours suivants, les signes sont revenus. Karim m'a regardé d'un air inquiet. J'ai soupiré. Je crois que Lina va avoir un petit frère ou une petite sœur. Il m'a fixé, bouche ouverte, puis il a ri. Un vrai rire, profond, presque oublié. Alors Dieu n'a pas dit son dernier mot. Cette grossesse-là fut différente. Moins de peur, plus de douceur. Peut-être parce que Lina était là, avec ses câlins, ses chansons, ses 1000 questions. Peut-être parce qu'au fond, on avait compris que la vie se faufile toujours, même entre les ruines. Quand le médecin a confirmé que c'était un garçon, j'ai serré Karim très fort, et j'ai murmuré « Ce ne sera pas Adam, mais il saura tout de l'amour ». Je l'ai porté comme une offrande, comme une réponse tardive du ciel. Ce bébé ne guérissait rien, mais il mettait un baume sur notre silence. Il disait « Vous avez encore le droit ». Et nous, pour la première fois depuis longtemps, on y a cru. Ilyes est né au début du printemps. Lina l'a regardé avec cette curiosité sérieuse que seuls les enfants savent avoir. Elle a pris son rôle de grande sœur très à cœur. Le matin, pendant que je préparais les pains, elle récitait l'alphabet à voix haute, en tenant la main de son petit frère. À la maison, ça sentait toujours le sucre chaud, la farine et les cahiers ouverts. On avait peu de choses, mais chaque détail comptait. Karim avait agrandi la boutique, transformant la boulangerie en un petit marché de quartier. Il y vendait nos produits, mais aussi ceux de voisins. L'endroit était devenu un point de rencontre, un lieu de vie. Moi, je continuais à enseigner à quelques enfants, sur notre terrasse, entre deux lessives. C'était humble, mais c'était à nous. Lina grandissait vite. Curieuse, douce, appliquée. Ilyes, lui, était un rêveur. Il dessinait sur les murs, dans la farine, sur les nappes.
Il fabriquait des personnages avec des bouchons, des bouts de ficelle. Karim disait « Celui-là, il voit le monde autrement. » Et moi, je gardais en moi cette étrange certitude, que leur bonheur était ma revanche. Mais même dans cette maison pleine de rires et de lumière, il y avait une chambre fermée. Une partie de nous que les enfants ne connaissaient pas. Le nom d'Adam ne franchissait jamais nos lèvres. Il était là, dans les silences, dans les absences, dans les regards que Karim et moi échangions parfois, quand la nuit tombait. Lina a eu 17 ans quand elle a été acceptée dans une école d'infirmière à Lille. Une bourse d'études complète, grâce à ses excellentes notes et à son français impeccable. Karim l'a accompagnée à l'aéroport. Moi, je suis restée avec Ilyi, la gorge nouée. On lui a dit qu'on était fiers, qu'on savait qu'elle réussirait. Mais on ne lui a pas dit pourquoi, au fond de nous, ce départ résonnait comme un écho ancien, comme un cercle qui se refermait. Je me suis revue, jeune, naïve, franchissant la mer pour chercher une vie meilleure. Mais Lina, elle, partait avec des papiers vrais, avec un passeport, avec l'avenir entre les mains. Et pourtant, une angoisse me serrait la poitrine. Pas à cause d'elle, à cause de cette terre, de cette France qui m'avait tout pris, et qui maintenant allait accueillir ma fille. 5 ans plus tard, ce fut le tour d'Ilyes. Il avait 18 ans et une passion évidente pour les arts. Il avait été admis à une école de beaux-arts à Strasbourg. Son regard brillait, sa voix tremblait d'excitation. « Maman, je veux voir des musées, des galeries, des murs pleins de couleurs. » Je l'ai serré très fort. J'ai murmuré une prière en silence, pas pour le retenir, mais pour qu'il trouve ce que moi je n'avais jamais trouvé là-bas, une place. On ne leur a jamais parlé de notre passé en France, ni du nom de Madeleine, ni de Marseille, ni de la douleur enfouie. Ils partaient légers, libres, pleins d'espoir, et c'est peut-être ça qui m'a donné la force de les laisser partir, parce que même si on ne change pas le passé, on peut, parfois, changer l'histoire. Les premiers mois en France, Ilyes nous écrivait souvent. Il nous envoyait des photos de ses croquis, des bâtiments anciens, des gens dans le métro. Tout ici me donne envie de dessiner, maman. Un jour, il nous a parlé d'un homme, Benoît, le propriétaire d'une galerie, jeune, cultivé, passionné d'art contemporain. Il avait repéré les travaux d'Ilyes lors d'une exposition universitaire et l'avait invité à faire un stage. Il dit que j'ai une vision unique. Je me souviens de la première fois où j'ai entendu ce nom. Benoît. Il sonnait doux, lointain, ne m'évoquait rien. Pourtant, quelque chose dans la voix d'Ilyes m'a troublé. Ce respect, cette admiration. Il me traite comme un fils, maman. Il me pousse à aller plus loin. J'ai souri. Mais au fond de moi, un fil invisible s'est mis à vibrer. Benoît l'a encouragé, l'a présenté à d'autres artistes. Il l'a aidé à obtenir une bourse privée, lui a ouvert son atelier personnel. Karim disait « Ce garçon voit ce qu'il y a de beau chez notre fils. » Et moi, j'étais partagée entre la gratitude et une étrange sensation, comme si quelque chose se mettait en place, lentement, sans qu'on le sache encore. Pendant ce temps, Lina avait trouvé un emploi stable dans un hôpital parisien. Elle nous appelait moins souvent, occupée par ses gardes et son amoureux, Jérôme, un médecin, gentil, respectueux. Elle parlait de lui avec douceur. Nous avons su qu'elle était sérieuse le jour où elle nous a annoncé « Je veux qu'il vous rencontre, et j'aimerais que vous veniez à notre mariage. » Le faire-part est arrivé par courrier. Une enveloppe blanche, écrite à la main, soigneusement timbrée. À l'intérieur, une photo de Lina et Jérôme, leurs sourires enlacés sous un arbre en fleurs. Et cette phrase « Parce que l'amour est plus fort que la distance, nous vous attendons à Paris pour célébrer notre union. »
Karim l'a lu 3 fois sans parler. Moi, j'ai pleuré en silence. On avait rêvé de ça, sans oser l'espérer. Voir nos enfants heureux. Voir Lina devenir femme, entourée de gens qui l'aiment. Et pourtant, une angoisse montait en moi. Retourner en France, mettre le pied sur cette terre qui nous avait rejetés, c'était rouvrir une blessure. Mais cette fois, on y allait debout, ensemble, non comme des fugitifs, mais comme les parents de Lina. Ilyes était fou de joie à l'idée de nous accueillir. Il disait « Maman, tu verras comme Paris est belle au printemps. Benoît veut même vous rencontrer. Il dit que vous avez fait un travail incroyable en me soutenant. » Ce nom revenait. Benoît, de plus en plus présent, de plus en plus familier, et moi je ne savais pas encore que ce nom allait changer ma vie. Nous avons préparé nos valises avec soin. Lina voulait qu'on reste quelques semaines. Entre le mariage, les balades, la grande exposition d'Ilyes, elle voulait tout partager. Et moi, je la regardais avec amour. Cette fille née dans le silence, devenue lumière, sans savoir que, derrière cette lumière, une vérité nous attendait. Le jour du mariage, Paris brillait, littéralement. Le soleil traversait les vitres de l'église, les fleurs blanches bordaient les allées, et Lina rayonnait dans sa robe ivoire. Jérôme l'attendait au bout du chemin, les yeux embués. Karim tenait ma main. Ilyes filmait avec son vieux caméscope, riant à chaque détail. Tout était beau, parfait. Et pourtant, je regardais ma fille avancer vers sa nouvelle vie, et quelque chose en moi restait figé. Une absence, une ombre, un battement qui manquait. Adam. Toujours Adam. Ce jour-là, il aurait dû être là. Pas comme une douleur cachée, mais comme un frère. Un homme debout à côté de son père. Et moi, dans le silence de l'église, je lui ai parlé, en pensée. Tu nous manques, mon fils, même quand tout va bien. Karim le ressentait aussi. Je l'ai vu au moment du discours. Il tremblait un peu. Il a dit des mots doux, sincères, mais ses yeux ne quittaient pas la porte. Comme s'il attendait quelqu'un qui ne viendrait pas. Et dans ce moment de fête, de joie, nous étions 2 à cacher nos larmes derrière les sourires. 2 à porter un secret dans une mer d'alliances et de vœux. Mais ce qu'on ignorait, c'est que l'attente allait finir, que le manque allait soudain devenir présence, et que le plus grand des bouleversements n'aurait pas lieu ce jour-là, mais quelques heures plus tard, entre 2 tableaux accrochés, dans une salle pleine de couleurs et de vérité. 2 jours après le mariage, Ilyes nous a emmenés à sa grande exposition. C'était dans une galerie lumineuse du Marais, avec des murs blancs immenses, des toiles éclatantes, et cette odeur de peinture fraîche mêlée à celle du vin. Il marchait devant nous, tout excité, tenant ma main comme un petit garçon. « Maman, tu vas voir, tout ça, c'est grâce à vous. » Les tableaux parlaient, des visages flous, des maisons sans fenêtres, une mère assise dans l'ombre, tenant un bébé qu'on ne voit pas. J'ai senti mes jambes faiblir. C'était notre histoire, diluée dans les formes, mais là, présente. Je me suis retournée vers Karim. Il avait les yeux embués. Je crois que, pour la première fois, on a compris que notre silence avait traversé les années et était arrivé jusqu'à lui, sans qu'on dise un mot. Puis, Ilyes nous a présenté à Benoît. Il est apparu, élégant, le regard franc, le sourire calme. Enchanté, Madame Dufresne. Monsieur. Il m'a tendu la main. Et là, tout s'est arrêté. Je l'ai regardé. Ses traits, sa mâchoire, son regard, ce front que j'avais embrassé tant de fois, il y a longtemps. Karim s'est figé à mes côtés. Aucun de nous n'a parlé, mais tout en nous,
savait. Adam. C'était lui. Il était là, devant moi, adulte, souriant, ignorant tout. Et mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Ce que j'avais cru impossible venait de se produire. Et dans ses yeux, sans le savoir, il nous avait déjà reconnus. Il m'a regardé un peu trop longtemps, pas comme un inconnu poli, comme quelqu'un qui cherche. Ses yeux sont restés accrochés aux miens, comme s'ils attendaient une permission. J'ai vu ses sourcils se froncer légèrement, son sourire hésiter. Et là, une lueur, brève, fugace, mais réelle, comme un souvenir sans nom, un instinct enfoui. Je n'ai rien dit, Karim non plus, mais nos corps, eux, tremblaient. Benoît a détourné les yeux, s'est tourné vers Ilyes pour lui parler d'une œuvre. Mais son regard est revenu, comme attiré. Et moi, je l'observais, chaque geste, chaque mot. Il se passait quelque chose, une reconnaissance qui ne passait pas par les mots, mais par le sang, par la mémoire du corps, celle qui ne s'oublie jamais, même volée. Je me suis souvenu d'un détail. Quand Adam était bébé, il avait une façon bien à lui de plisser les yeux quand il souriait, comme s'il portait le soleil dans le regard. Et là, devant moi, Benoît l'a fait. Exactement le même geste. Exactement. Mon cœur s'est effondré. Il n'y avait plus de doute. Aucune. Et dans ce silence rempli de certitude, je me suis dit, comment lui dire? Comment lui rendre une vie qu'on lui a volée? Mais je savais que je ne pouvais plus reculer, que le moment de vérité approchait, et que Dieu, dans sa patience, avait préparé ce jour. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. Pas cette fois. Ce n'était plus seulement une douleur à porter. C'était une vérité qui appartenait à lui aussi. J'ai demandé à Ilyes, doucement, s'il savait si Benoît avait encore de la famille. Il m'a répondu « Sa mère adoptive vit à Nice. Elle sera là demain, pour le dernier jour de l'exposition. Elle veut voir ton travail. » Mon cœur s'est serré. Madeleine. Elle allait être là. Quand je l'ai vue entrer dans la galerie, tout s'est figé en moi. Le même port de tête, le même parfum, le même sourire qui m'avait trahi. Elle a marché vers nous sans me reconnaître. Je me suis avancé. J'ai dit « Bonjour, Madeleine ». Elle a blêmi. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a reculé d'un pas, et j'ai vu dans son regard la peur. Pas celle d'être découverte, celle de devoir se souvenir. Benoît s'est approché. « Tu la connais, maman ?» Elle n'a pas su quoi répondre. Alors je l'ai fait. Ma voix était calme, mais ferme. « Oui, elle nous a employés, et elle a pris notre fils. » Un silence de plomb est tombé sur la pièce. Benoît a ri nerveusement. « C'est une blague ?» Madeleine s'est mise à pleurer. Elle a hoché la tête en tremblant. Je n'ai jamais pu tomber enceinte. Louis a tout organisé. J'ai accepté. J'étais jeune, folle, désespérée. Elle s'est effondrée sur un banc. Elle demandait pardon. Elle disait qu'elle n'avait jamais eu le courage de lui dire, qu'elle avait vécu avec cette vérité coincée dans la gorge. Benoît, lui, ne disait rien. Il nous regardait, et dans ses yeux, une tempête naissait. Il est resté longtemps sans parler, debout, entre nous. Son regard allait de moi à Karim, puis à Madeleine, recroquevillée sur elle-même. Je voyais ses lèvres trembler, son souffle court. Puis, il s'est tourné vers moi. « C'est vrai? Vous êtes mes parents ?» J'ai juste ouvert les bras. Je ne pouvais rien dire. Les mots auraient brisé quelque chose. Mais lui, il est venu. Lentement. Et il m'a prise dans ses bras, comme si son corps se souvenait avant sa tête. Karim a posé sa main sur son épaule. Et pour la première fois en 30 ans, nous étions trois, ensemble, dans un silence lourd,
mais plein. Il a pleuré. Il a dit qu'il avait toujours senti une distance avec sa mère adoptive, qu'il se sentait souvent étranger, sans comprendre pourquoi. Et qu'en nous regardant, c'était comme si quelque chose en lui se remettait en place. Madeleine a demandé pardon, encore et encore. Karim, d'une voix calme, a dit « On t'a confié notre fils par la force. Tu as choisi de l'aimer. C'est déjà plus que certain. » Il n'y avait pas de haine, juste le poids du passé et le courage de le déposer. Nous avons parlé longuement, tous les quatre. Il n'y avait plus d'accusations, juste des vérités qui avaient trop attendu. Et quand le soleil s'est couché ce soir-là, un silence doux a rempli la galerie. Benoît nous a regardés, les yeux humides. Il a dit « Je ne vous ai pas connu, mais je vous reconnais. » On s'est pris dans les bras, tous ensemble. Le passé ne s'effaçait pas, non. Mais il cessait de faire mal. Avant de repartir pour Essaouira, Karim m'a soufflé « La France nous avait tout pris. Aujourd'hui, elle nous rend notre fils. » Et pour la première fois, j'ai eu envie d'y revenir. Nous sommes rentrés chez nous, à Essaouira. Nos murs étaient les mêmes, nos habitudes aussi. Mais quelque chose avait changé. Il y avait désormais un prénom de plus sur nos lèvres, une voix de plus dans nos appels, une place retrouvée à notre table. Benoît, ou plutôt Adam, venait nous voir chaque saison. Il s'asseyait dans la cuisine, le regard posé sur les galettes au sésame, comme s'il les avait toujours connues. Il appelait Karim Baba. Moi, il disait juste « maman », tout doucement, comme un mot précieux qu'on apprend à prononcer sans le casser. Il parlait peu du passé, mais souvent du présent. De Lina, qu'il admirait. d'Ilyes, avec qui il partageait désormais une complicité rare. Comme s'ils avaient grandi ensemble, dans le même couloir, sous le même toit, mais simplement en décalé. Il a fait un choix qui nous a bouleversés. Inclure Lina et Ilyes comme héritiers légaux de la fortune de la famille qui l'avait élevé. Il a dit que l'amour ne se divise pas, il se multiplie, et que le lien du sang, quand il se retrouve, a le droit d'exister, pleinement. Aujourd'hui, nos enfants vivent en France, avec leur famille, et chaque année, à Noël, nous y retournons. Pas pour revivre une douleur, mais pour honorer une paix. La France, ce pays qui nous avait arraché un enfant, nous offre maintenant des fêtes pleines de rire, des maisons pleines de voix, des bras pleins d'amour. Et moi, je regarde mes petits-enfants courir entre les lumières, et je murmure dans mon cœur, « Ils ne savaient pas, mais nous, oui, et malgré tout. Dieu a permis que nos chemins se croisent à nouveau. Et vous, croyez-vous que le sang peut se souvenir, même après des années de silence? Laissez un mot pour cette grand-mère, si son histoire vous a touché.